Les titres: 2 morts, 7 disparus, dernier bilan très lourd, des inondations en Corse, toute l'île est touchée. La météo annonce tout de même une amélioration demain. Ouverture demain du procès de Jean-Marie Villemain, meurtrier de son cousin Bernard Laroche, 9 ans après le début de l'affaire Grégory. Nouvelle demande de levée d'immunité parlementaire contre Bernard Tapie, cette fois elle émane du juge Béfi pour l'affaire OM Valenciennes. Confusion à Air France, le nouveau patron devait recevoir les syndicats, ils ont refusé, ils veulent être reçus ensemble. Bonsoir, et avant tout cela, cette affaire qui ne vaut que par la répétition. Un collégien a blessé un de ses camarades à Brest, à l'intérieur du collège, avec un pistolet à grenaille. Or, il y a à peine 2 mois, un lycéen avait été tué dans des conditions similaires, dans la même ville de Brest. Les responsables de l'éducation nationale affirment pourtant qu'il ne s'agit que de cas isolés. Jacques Deveau, Roger Bénaillan, à Brest. 10 heures ce matin au collège des 4 Moulins. Les élèves d'une classe de 5e se rendent au cours d'éducation physique. Alors qu'ils sont dans les vestiaires, un élève de 12 ans sort de son sac un pistolet à grenaille. Sans doute pour faire le fanfaron, il manipule l'arme et appuie 3 fois sur la détente. Une fois de trop, le coup part et blesse un élève de 13 ans à l'œil. Tous les témoignages des enfants concordent, ils ont été entendus très rapidement après les faits. Il s'agit bien d'un accident. Il n'y avait aucun différend entre les deux élèves concernés. Il n'y a pas non plus de tension dans cette classe. La thèse de l'accident est également retenue par les enquêteurs. Pourtant, ce nouveau fait divers, 6 semaines après le meurtre au lycée Amiral Renard de Brest, inquiète les parents d'élèves. Si les enfants voyaient qu'à l'école, de temps en temps, sûrement qu'on ne peut pas le faire tous les matins, mais de temps en temps, une fouille surprise à tout le monde, je crois que ça, on trouverait d'ailleurs déjà pas mal de choses dans les cartables ou dans les poches, et déjà ça dissuaderait les gosses de faire de telles choses. Moi je vois mes enfants, ne serait-ce qu'avec un couteau ou quelque chose, je fais attention. Je leur dis que c'est pas, il ne faut pas avoir une arme sur soi, que ce soit une arme blanche ou un pistolet ou quoi que ce soit. Je crois qu'il faut faire attention. Une nouvelle fois se pose le problème de la détention d'armes à feu par de jeunes mineurs. Aujourd'hui, un enfant de 12 ans a pu subtiliser une arme à son entourage. Aussi, chacun s'accorde à dire que seule la prévention et l'information peuvent éviter de nouveaux drames. 93, l'année des inondations, c'est la Corse qui depuis dimanche subit un déluge de pluie. Les conséquences sont terribles, 2 morts, 7 disparus. Demain, le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua va se rendre sur l'île. Un espoir ce soir, la météo est meilleure et prévoit une amélioration pour demain. Alors comme hier, nous allons nous rendre dans les principales localités touchées. D'abord le sud, Sainte-Lucie de Porto Vecchio et les villages voisins sont complètement isolés. Sainte-Lucie est une commune maintenant dévastée avec des conséquences incalculables. Vous allez comprendre pourquoi en voyant ces images tournées lorsque l'eau est arrivée il y a 2 jours. Valérie Gagé, Denis Pardano. C'était dimanche à Sainte-Lucie de Porto Vecchio. Le caveau, un torrent d'ordinaire paisible, est devenu raz-de-marée. Surpris par la montée des eaux, de nombreux habitants se sont trouvés pris au piège. Marie-Pierre et toute sa famille l'ont échappé belle, bloqués dans leur maison. Ils ont dû attendre 2 heures avant d'être secourus. On a failli tous mourir à l'intérieur, on s'est sauvés de justesse. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Le fleuve, il est monté, enfin, ça a brisé la porte-fenêtre de derrière. Et l'eau, elle est montée jusqu'au cou. On a hissé ma mère sur la cheminée, mon père sur la table. On a plongé sous l'eau pour chercher des médicaments. C'était l'horreur. J'ai enfin pu récupérer du serviette de descente pour pouvoir vous laver correctement. Je vous ai préparé à chacune un sac. 48 heures après le drame, le traumatisme est toujours aussi grand. Marie-Pierre et une vingtaine d'autres sinistrés ont trouvé refuge dans un hôtel qui n'ouvre en principe que l'été. De nombreux habitants de Sainte-Lucie se dévouent pour leur prêter main forte dans un contexte toujours aussi difficile. Sainte-Lucie est isolée aussi bien au nord qu'au sud, au niveau infrastructure routière, mais également au niveau autres infrastructures. Par exemple, l'électricité, le réseau électrique peut-être n'a pas été rétabli sur l'ensemble du secteur. Il faut savoir qu'au niveau alimentation en eau, il n'y a plus de réseau d'eau potable. Une vingtaine de villages isolés sont ravitaillés par hélicoptère. Ce matin, près de 15 tonnes de vivres ont ainsi été livrées. Les secours s'emploient également à rétablir le trafic routier. Ici, c'est l'amorce d'un pont qu'on essaie de reconstruire. Les habitants de Sainte-Lucie de Porto Vecchio ont encore du mal à évaluer l'ampleur des dégâts. Aujourd'hui, beaucoup sont venus pour se rendre compte ou pour récupérer les quelques objets qui restent. Demain, il faudra reconstruire, un travail de longue haleine.
Un petit peu plus haut maintenant, toujours à l'est de l'île, dans la plaine orientale de la Corse, les conséquences aussi sont terribles, notamment pour les agriculteurs. Caroline Laudrin et Frédéric Bazille sont à Aléria. Les éleveurs d'Aléria ont pour une fois le regard tourné vers la mer. Depuis ce matin, ils recherchent désespérément leur bétail. Une centaine de vaches parquées le long du fleuve Tavignane a été emportée la nuit dernière par la crue. Lorsqu'ils ont réalisé la force du courant, il était déjà trop tard. C'est la 7e vache qu'ils retrouvent. Elle est venue s'échouer à plus de 5 km du champ. Sinon, on aurait pu les sauver, on les aurait sauvés. Hein. Vraiment que ça fait mal au cœur. Hein. Surtout, il y avait même des jeunes tout petits et tout ça. Hein. Il y en avait quelques-uns qui avaient à peine 10-15 jours, un mois. Quoi. 30 bêtes ont pu être récupérées vivantes. Elles avaient les pattes bloquées dans la boue, épuisées d'avoir résisté au flot. Sur la plage d'Aléria, les pompiers ont pris le relais. Mettez-vous au câble, un autre câble. Parmi les troncs d'arbres transportés par le Tavignane, 5 autres vaches. Ils vont devoir les enterrer très vite après avoir relevé l'immatriculation de chacune. Les éleveurs, eux, ne se font guère d'illusions. Avec le temps, l'espoir de les retrouver vivantes s'amenuise. Ils n'espèrent plus qu'une chose, que toute cette côte orientale frappée depuis 3 jours soit déclarée zone sinistrée. Les soucis de tapis, ce n'est pas fini. Le juge Béfi, ce mardi, a demandé la levée de l'immunité parlementaire du député de Marseille. C'est la 2e demande de levée d'immunité parlementaire pour Bernard Tapie. La première, c'était pour l'affaire Testu. Anne Mourgue. Il était venu parler de politique, de la prochaine campagne pour les européennes du MRG. Il se doutait bien que c'est sur autre chose que les journalistes allaient l'interroger. Sur le dernier rebondissement de l'affaire OM Valenciennes, peut-être celui qui le concerne le plus directement. La demande de levée d'immunité parlementaire transmise par le juge Béfi au procureur. S'il obtient satisfaction, rien n'empêchera alors le juge de mettre Bernard Tapie en examen. Une menace qui ne semble pas affoler le président de l'OM. Je ne sais pas que c'est ma vie sur le fait que je vais me défendre devant les juges qui auront envie de se faire un peu de pub. Enfin, vous n'êtes pas dupes en plus, vous savez tout, c'est pas dur. Pour se faire connaître actuellement, il y a 2 solutions. Il y a faire quelque chose d'important dans la vie, et c'est pas facile à faire. Être un grand journaliste, un grand sportif, un grand homme politique, ou être juge et me convoquer. D'après le procureur de Valenciennes, la demande porte sur les 3 volets du dossier, la tentative de corruption et les 2 tentatives de subornation de témoins. Une demande qui ira peut-être rejoindre sur le bureau de l'Assemblée nationale celle du juge de Béthune déposée pour l'affaire Testu. Jean-Marie Villemain, de nouveau en prison, le père du petit Grégory, assassiné il y a maintenant 9 ans. À partir de demain, en effet, Jean-Marie Villemain va être jugé pour le meurtre de son cousin Bernard Laroche, qu'il soupçonnait du crime. Il est arrivé tout à l'heure à la maison d'arrêt de Dijon. Isabelle Staès, Bruno Giraudon. Pas un regard pour la foule qui l'entoure. Imperturbable, Jean-Marie Villemain arrive à la maison d'arrêt de Dijon. Pas un mot non plus. Il est 17 h. Dans quelques minutes, il sait que les portes de la prison vont se refermer sur lui. Incarcéré pendant 5 semaines, le temps du procès. Seul à attendre le sort que lui réserveront les jurés. Christine retrouvera Jean-Marie demain devant la cour d'assises. Lui dans le box, elle dans la salle. Les 2 époux ne pourront alors échanger que des regards. Plus un mot, ainsi l'exige la loi. Jusqu'à ce que Christine soit entendue comme simple témoin, elle, qui il y a quelques mois à peine, était innocentée ici même à Dijon dans l'affaire du meurtre de son fils Grégory. Ainsi donc, toute l'affaire du petit Grégory va de nouveau ressurgir. Tout a commencé donc il y a 9 ans, lorsqu'on a retrouvé le corps d'un petit garçon de 4 ans dans une rivière. À partir de là, cette étrange affaire va prendre une ampleur qu'aucune autre affaire criminelle n'avait prise depuis fort longtemps. Et pour bien comprendre cette résonance particulière, revoyons d'abord la chronologie des faits. Dominique Verdeillan. Le jour de la reconstitution de l'assassinat de Bernard Laroche, Jean-Marie Villemain était revêtu d'un gilet pare-balles, au cas où. La crainte d'une nouvelle vendetta, celle dont Bernard Laroche fut la première victime. Sa famille le savait traqué. Jean-Marie Villemain n'avait pas caché ses intentions. Jean-Marie Villemain reconnaît les faits, reconnaît la préméditation. Il encourt la perpétuité. Le procès aurait pu durer 2 jours, il durera plus d'1 mois. Maître Garot, son avocat, plaidera l'acquittement. Car à Dijon, la mort de Bernard Laroche passera au second plan. Et si les jurés se prononceront sur un seul crime, c'est surtout de la mort de Grégory dont il sera question à l'audience.
On rappellera alors que 6 jours après l'assassinat de l'enfant, Marie-Ange Laroche est venue témoigner spontanément mais incognito à la gendarmerie. Il n'y en aura pas pour tout, on vous débrouille, on n'en a pas plus. Hein. Que 4 jours plus tard, les gendarmes distribueront à la presse un portrait robot, certains y trouveront déjà une ressemblance. On rappellera aussi que début novembre, Muriel accuse son beau-frère. Bernard Laroche est arrêté par les gendarmes sur son lieu de travail devant la presse. Puis conspué par le public. Bernard Laroche lâché enfin par une partie de sa famille. Si c'est vraiment lui qui a fait le coup, c'est Dr Jekyll de Mr Hyde. C'est-à-dire que de façade, il est bien, mais de l'intérieur, il est complètement pourri. C'est peut-être un autre Bernard qu'on a découvert là? Non. Il n'a pas de visage, c'est pas vrai. Non. Le lendemain, Muriel Boll, 15 ans, se rétracte. Après, il y a un gendarme qui a levé la voix et puis j'ai eu peur. Puis ils m'ont dit que Bernard Laroche avait fait ça et j'ai montré pareil. Si je disais pas ça au juge, qui me placerait de mes autres de correction. Il m'a jamais rien fait de mal à mon beau-frère. Il est tout comme mon beau-frère, je les aime bien tous. Et il est innocent. Un revirement qui ne perturbe en rien Jean-Marie Villemain dans sa conviction. Et si c'était pas Bernard Laroche? C'est lui. Ça faut pas croire que ça restera là. Vous pensez que c'est la pression énorme de sa famille qui l'a fait se rétracter ou qu'elle a eu peur? Il n'y a pas eu de pression de la gendarmerie ni du juge d'instruction, ça c'est pas vrai. Elle a quand même répété 3 fois de suite. Elle n'a rien inventé. Ni les gendarmes ne l'ont rien soufflé. Et ça ferait bien qu'elle y revienne un jour ou l'autre, elle ne pourra pas vivre éternellement comme ça. C'est pas possible. Le 5 février 85, Bernard Laroche, libéré, retrouve son fils Sébastien. Dans le même temps, les experts graphologues continuent à se pencher sur la griffe du corbeau. Ils mettent Bernard Laroche graphiquement hors de cause. Ah non, 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 non. Je suis mis hors de cause, ma femme aussi. C'est pas à moi de vous dire le nom de... Non mais ça c'est sûr, qui a désigné. Pourtant, un nom est déjà sur toutes les lèvres. Le 25 mars, Christine Villemain est le nouveau corbeau. Bernard Laroche n'a plus que 4 jours à vivre. Et les familles Laroche et Villemain sont au moins d'accord sur un point. Ce sont les gendarmes qui ont servi de directeur de conscience au père de Grégory. Le commandant Cesna, il a répété plusieurs fois au Jean-Marie Villemain, c'est Laroche, je suis sûr que c'est Laroche. Il poussait là-dessus sur Bernard. Hein. De toute façon, ils en étaient sûrs et certains que c'était lui. Une influence désastreuse que démentiront unanimement les gendarmes dans le bureau du juge Lambert. Une polémique sans suite. Jean-Marie a-t-il agi sous influence comme Muriel a-t-elle parlé sous la contrainte des gendarmes? Ce sera là l'un des points forts du procès de Dijon. Jean-Marie Villemain, renvoyé devant les assises depuis juillet 86, libéré de prison depuis décembre 87. Un procès durant lequel les parties civiles veulent réhabiliter la mémoire de Bernard Laroche. Aujourd'hui, on veut me faire croire que c'est lui qui l'a enlevé et non tué. Et alors que personne n'a vu Bernard autour de l'éponge ce jour-là. Un procès durant lequel la défense va plaider la folie meurtrière d'un homme, mort de chagrin et acculé au désespoir. L'autre explication de ce retentissement particulier de cette affaire Grégory et du meurtre de Bernard Laroche, donc, l'autre explication est due à une série d'erreurs commises tout au long de l'enquête par la police, par la justice et aussi par les journalistes. Isabelle Staes. J'irai à l'enterrement, avait averti le corbeau, cynique et prophétique. Vous vous demanderez qui j'étais, mais vous ne me trouverez jamais, furent ses derniers propos. L'assassin de Grégory se cachait-il parmi la foule ce 20 octobre 1984? On ne le saura sans doute jamais. Et si la Vologne charrie encore tous ses secrets, c'est que l'enquête fut jalonnée de fausses manœuvres, d'erreurs, de contradictions. Lorsque les gendarmes sont saisis au lendemain du meurtre, ils ont très vite leur conviction. Pour eux, c'est un proche de la famille qui a fait le coup. Dès les premières 48 heures, l'autopsie est vite expédiée, trop vite. Les analyses se révèlent incomplètes. Résultat, on ne connaîtra jamais l'heure du décès ni sa cause. L'enfant n'est peut-être pas mort, noyé dans la Vologne.
On ignore également l'endroit où a été jeté le corps. Les nombreuses reconstitutions n'ont rien prouvé. Pourtant, le lendemain du meurtre, les gendarmes découvrent des traces de pneus et de chaussures de femmes en bordure de la Vologne. Mais les moulages sont mis de côté. Il faudra attendre plus d'1 an pour que des expertises soient réalisées, car il y a similitude avec les pneus de la voiture de Christine Villemain. Trop tard, les résultats sont inexploitables. La mère, vous n'y pensez pas, s'était exclamé le capitaine Sesma interrogé par la presse. Fort de cette certitude, l'innocence de Christine Villemain, les gendarmes négligent dès le début les perquisitions au domicile des parents de Grégory. 6 mois plus tard, le SRPJ de Nancy y retrouve des cordelettes identiques à celles qui ligotaient l'enfant. La découverte est trop tardive pour être probante. Le SRPJ est alors accusé d'avoir lui-même fabriqué les preuves pour accabler la mère. Quant à l'identité du corbeau, les experts se suivent et se contredisent. Ainsi, les lettres anonymes. Certains désignent avec certitude Bernard Laroche, avec la même certitude, d'autres identifient Christine Villemain. La dernière lettre, celle revendiquant le meurtre, est manipulée sans les précautions d'usage. 2 mois plus tard, elle est déjà inexploitable. Les enregistrements des menaces téléphoniques sont écoutés des centaines d'heures, sans résultat. Aujourd'hui, les cassettes sont inaudibles. L'instruction elle-même est chaotique. 3 magistrats se succèdent. Le juge Lambert, juge Girouette, dira-t-on, inculpe au gré des convictions des gendarmes puis des policiers, d'abord Bernard Laroche, puis Christine Villemain. Lorsque le juge Simon prend la relève 3 ans plus tard, on recherche encore et toujours le lieu du crime. Il faudra 5 nouvelles années d'instruction avant que le dossier se referme. Février 93, Christine Villemain bénéficie d'un non-lieu. Le dossier est clos, mais le mystère reste entier. À Dijon, toutes les questions restées sans réponse seront une nouvelle fois posées. La dernière chance de résoudre l'affaire Grégory. Le projet de loi pour la réforme de la Constitution, voté cet après-midi par les députés, il s'agit, vous le savez, du projet sur la réforme du droit d'asile. 447 voix pour, contre 85. Le projet va ensuite aller au Sénat, ce qui permettra la convocation du Congrès, c'est-à-dire des 2 assemblées réunies. Les négociations à Air France au point mort. Le nouveau patron Christian Blanc devait recevoir les syndicats aujourd'hui, mais les syndicats veulent être reçus tous ensemble. Léo Lamberton, Pascal Golomer, confusion. Ce devait être la journée du dialogue, ce fut la journée porte close. Pour la CGT, la CFDT, la CFTC et les mécaniciens au sol, pas moyen aujourd'hui de pénétrer au siège d'Air France. C'est quand même assez étonnant. Les collègues des assemblées générales dans tous les secteurs, des délégations qui sont ici devant le square, et on va voir si on peut nous recevoir et on nous ferme la porte au nez. Je crois qu'il faut que ça change. Ces 4 syndicats veulent en fait être reçus tous ensemble et ouvrir immédiatement des négociations avec le PDG d'Air France. Mais Christian Blanc n'a pas prévu ça. Avant de parler de négociations, il comptait recevoir dès aujourd'hui les syndicats un par un pour une simple prise de contact. L'heure n'est pas aux civilités et à la courtoisie, l'heure est à l'ouverture immédiate de négociations sur les problèmes que les gens ont posés ces dernières semaines. Le tintamarre organisé ce matin par 300 salariés d'Air France devant l'immeuble de la direction n'a pas fait fléchir Christian Blanc, car le PDG sait qu'aujourd'hui le travail a repris. Il sait aussi que beaucoup d'autres syndicats acceptent de le rencontrer en tête-à-tête, comme les pilotes, les premiers à être reçus aujourd'hui. On a parlé évidemment de la situation d'Air France aujourd'hui et de son avenir, mais sans aucun objectif précis défini, étant donné que M. Blanc découvre l'entreprise depuis 8 jours seulement. Quant aux syndicats irréductibles emmenés par la CGT et la CFDT, ils ont boycotté les uns après les autres la rencontre fixée avec Christian Blanc. Ils doivent se retrouver entre eux demain matin, prêts à continuer le bras de fer avec leur PDG, s'il ne leur propose encore que des tête-à-tête. Toujours des questions après la libération des 3 otages français d'Algérie. Des explications ont été données, mais seulement par les autorités algériennes, relayées par la télévision de ce pays. Cela laisse beaucoup de zones d'ombre. Olivier Lerner. Ils sont libres et en bonne santé, tout le monde est content, on aurait pu en rester là, mais ce n'est pas le cas. Le mutisme des ex-otages, la langue de bois du ministre de la Coopération et les services d'Alain Juppé qui invoquent des raisons de sécurité pour ne pas faire de commentaires sur les circonstances de la libération des 3 Français donnent lieu à penser que l'on ne sait pas tout. Les rares informations, elles émanent ce soir du ministère de l'Intérieur algérien. Les ravisseurs, ils étaient 9. 4 ont été tués,
4 autres, dont les portraits ont été diffusés, sont recherchés et un homme a été arrêté et il a parlé. Il a donné aux enquêteurs l'adresse précise d'une maison à Oued Slama, 25 km au sud d'Alger. Les forces de sécurité s'y sont précipitées et ont donné l'assaut, comme dans cette reconstitution. Bilan, un mort et un blessé qui parle à son tour avant de mourir. Une autre adresse, un autre assaut et encore un blessé qui donne une troisième piste aux policiers avant de succomber à son tour. Jean-Claude Thévenot et Alain Fressier seront retrouvés finalement dans la banlieue d'Alger, dans une salle de prière, les mains liées. Ils étaient seuls. Concernant les circonstances de la libération de Mme Thévenot, les chaînons manquants sont encore plus nombreux. On sait simplement qu'elle a vite retrouvé l'ambassadeur de France à Alger et qu'elle est rentrée à Paris porteuse d'un message de ses ravisseurs contenant des menaces pour les étrangers. Message manuscrit, apparemment rédigé en toute hâte. Quelle est la tactique déployée par les uns et les autres? Y a-t-il eu chantage d'un côté, marchandage de l'autre? Des questions sans réponse ce soir. Dans le même temps, on a appris aussi que 28 islamistes avaient été tués au cours de ces 72 dernières heures, notamment dans la région de Lac Daria, à l'est d'Alger. Des opérations de recherche menées par les forces de l'ordre, pas plus de précision là non plus. En revanche, interrogé dans le 19-20 de France 3, tout à l'heure, Reda Malek, le Premier ministre algérien, a dit qu'il n'y avait eu ni négociation ni discussion avec les ravisseurs, qu'ils étaient membres du GIA. Ces mêmes islamistes, a-t-il dit, qui ont enlevé et tué 2 autres Français il y a quelques semaines. Dans la communauté française, la libération des 3 otages n'a pas véritablement fait retomber la tension. François Ponchelet, Dominique Merlin et Dominique Sanchez, nos envoyés spéciaux en Algérie, ont pu le mesurer alors que les Français célébraient leur mort en cette période de Toussaint. Climat. Au pied de Notre-Dame d'Afrique, le cimetière Saint-Eugène. 40 000 Français de toute confession y reposent. L'histoire de l'Algérie française gravée sur les tombes de la conquête à la guerre et au départ. Depuis l'indépendance, les Français y célèbrent la Toussaint le 2 novembre pour cause de fête nationale algérienne le 1er. Ce matin, il n'était qu'une toute petite poignée pour écouter l'archevêque et le pasteur d'Alger célébrer les morts. Il y avait plus d'officiels et de journalistes que de fidèles, la plupart des résidents ayant préféré rester chez eux malgré les forces de sécurité partout présentes dans le cimetière. L'Algérie prend très au sérieux les menaces contre les ressortissants étrangers et particulièrement français, menaces que l'on n'évoque qu'à demi-mot. Je pense aussi que dans cette situation, le respect pour le corps des personnes qui sont enterrées ici en Algérie rejoint aussi le respect que nous voulons exprimer pour la vie de tout homme. Tous ceux qui ont ici charge d'âme, prêtres ou diplomates, manifestent la même prudence pour protéger une communauté particulièrement exposée, mais qui en a vu d'autres. Vous êtes né en Algérie? Native, tous les trois, nous ne sommes jamais partis. Et mon père était déjà né en Algérie. Tranquille. Mon père était né en Algérie, ma grand-mère paternelle aussi. Vous n'êtes jamais parti et vous n'avez pas l'intention de partir? Ça, ici, on ne sait pas, les événements peuvent jouer. On ne sait pas, hein, les événements peuvent nous faire changer d'idée. Mais enfin, pas pour l'instant. Et la communauté s'en est allée avec chacun ses craintes et ses espoirs de lendemain meilleur. Dans l'actualité internationale, à retenir ce soir plusieurs informations. D'abord, le coup d'arrêt dans la négociation israélo-palestinienne. À Tabas, les Palestiniens ont décidé de suspendre ces négociations. Ils ne sont pas d'accord sur le redéploiement israélien dans Gaza et Jéricho. En revanche, on a appris ce soir aussi que des négociations secrètes avaient lieu entre Croates et indépendantistes serbes pour parvenir à un cessez-le-feu dans la région de la Krajina, et que ces négociations secrètes avaient lieu justement en Norvège, comme cela avait été le cas pour les négociations israélo-palestiniennes. Édouard Balladur à Moscou, entretien avec Boris Yeltsin. La France a réaffirmé son soutien à la démocratisation de la Russie. Marcel Tria, Jean-François Bernigaud à Moscou. Compte impeccablement réglé, excluant toute possibilité de fausses notes. Le président russe recevait cet après-midi au Kremlin pour la première fois depuis le drame de la Maison-Blanche un chef de gouvernement. Et Boris Yeltsin a tenu à remercier Édouard Balladur pour son soutien et celui du président de la République française au cours de cette épreuve. Le président Yeltsin et son gouvernement incarnent à nos yeux la légitimité démocratique dont bénéficiera également le Parlement qui sera issu des urnes le 12 décembre prochain.
Et Édouard Balladur a proposé que la France envoie des observateurs pour ces élections. Mais son projet de pacte de stabilité et de sécurité européenne semble avoir reçu derrière les murs du Kremlin un accueil poli. Et aucun nouveau programme concret d'aide ou de coopération n'a été annoncé. Le Premier ministre français a cependant tenu à rappeler qu'entre la retraite de Russie de Napoléon et la guerre froide, il y avait eu aussi le pacte franco-russe dont on fête les 100 ans et surtout l'escadrille franco-soviétique Normandie-Niemen et le combat commun contre le nazisme. Et c'est sans doute pour l'en remercier que la brigade des babouchkas balayeuses se donnait tant de mal ce matin pour rendre Moscou plus accueillante sous ses pas. Carlo De Benedetti en prison. Le patron d'Olivetti s'est rendu à la police ce matin. Il est à son tour accusé de corruption. C'est la suite de l'opération Main propre en Italie. L'hommage des Italiens à Federico Fellini à la veille de ses obsèques. Les cinéphiles italiens ont défilé dans le studio 5 de Cinecittà, rendu célèbre par Fellini lui-même. Gérard Beaufils à Rome. Fellini aurait aimé retrouver le décor de son avant-dernier film reconstitué pour lui aujourd'hui. Il aurait su décrire et se moquer avec acuité comme d'habitude de la réalité, par exemple du ballet de sa garde d'honneur. Tout le Roma de Fellini s'était donné rendez-vous ici, à Cinecittà, jeunes, vieux, beaux, inconnus ou célèbres. Ici, c'est sa maison. Tous ceux qui sont là sont ses personnages. Comme pour exorciser le mauvais sort qui frappe le cinéma italien, des offrandes dérisoires ont été offertes. L'hommage officiel avait été rendu ce matin par le président du Conseil, le plus émouvant par une jeune infirmière, celle qui l'a soigné à l'hôpital avant qu'il ne sombre dans le coma. Lui, comme toujours, il m'appelait pour que je lui tienne compagnie. Il m'appelait sa petite princesse indienne. La chapelle ardente, dressée dans sa maison de rêve, était peut-être celle qu'il aurait souhaitée. Ses admirateurs nombreux ne s'y sont pas trompés en signant le registre de condoléances. Jusqu'à minuit, Cinecittà les attend avant le clap de fin. Cinéma toujours avec un joli film français qui sort demain. Ça s'appelle Pas d'amour sans amour. C'est un film écrit, réalisé et interprété par la comédienne Evelyne Dress. Elle s'est bien entourée d'ailleurs avec Patrick Chenet et Jean-Luc Bidault. Pascal Deschamps. Toi, si tu continues comme ça, tu finiras vieille fille avec du poil au menton. Oh, mais dis donc, toi. Voici donc l'histoire d'Eva, 40 ans, dynamique, sportive, intelligente, mais célibataire. Une histoire qu'Evelyne Dress tenait par-dessus tout à raconter, parce que c'est un peu la sienne, mais surtout celle d'une génération de femmes qui a lutté pour son indépendance et qui se retrouve à l'orée de l'an 2000 avec le goût amer de la solitude. Parce que t'es difficile, on n'arrivera jamais à te casser. Ah mais c'est ça, je suis difficile parce que je veux un homme pas trop laid, un peu gentil avec moi, pas cavaleur, célibataire et drôle. Un homme normal, quoi. Lorsque les gens viennent voir le film, ils sortent tous en disant « Bah ouais, bah c'est ça, c'est nous, c'est exactement ça. » Tiens, vous en voulez une? Non. Bon, alors non. Non. Il faudrait savoir, hein. Quand les femmes ne font rien, vous les engueulez, et quand elles prennent des initiatives, ça vous casse. Alors. Économiquement, on peut se débrouiller. Donc, ce qu'on attend de l'autre, c'est qu'il nous apporte un regard, une écoute, une attention. Bon, et l'autre est un peu déstabilisé devant ces femmes fortes, qu'il croit fortes, et qui souvent prennent un peu leur place dans la société. Alors, ils ne savent plus très bien comment nous aborder, et voilà. Ben, il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. De toute façon, j'ai jamais plaisir la première fois. Ben, comment voulez-vous qu'on sache s'il n'y a pas de première fois? Maintenant, si ça ne vous dérange pas, ben, je veux bien faire l'amour pour vous faire plaisir. D'accord. Evelyne Dress a réussi son pari, faire un film drôle sur un sujet que déjà dans les livres, d'autres qualifient plus sérieusement de véritable phénomène de société. Le tennis maintenant, la grande semaine de Bercy. Alors quelques résultats de l'après-midi. Qualification de Becker, d'Edberg qui a battu Olivier Delettre. Qualification enfin d'Arnaud Butch qui a écrasé l'Espagnol Sanchez. En ce moment même, le match du jour. Lecomte contre Pioline, le vengeur masqué face au nouveau numéro 1 français. Où en est-on, François Brabant? Avantage pour le moment Hervé au nouveau numéro 1 français. Cédric Pioline mène 4-2 dans la première manche. Et c'est Henri Lecomte qui vient de perdre le premier point sur son service, donc 0-15. Un match tendu à l'applaudimètre, c'est plutôt favorable à Henri Lecomte à l'entrée sur le court. Mais Bercy n'est pas plein ce soir, malgré le choc entre les deux Français. Le match, je vous le disais, est assez tendu. Il est émaillé de fautes directes comme celle que vous venez de voir. 0-3
0,30 donc maintenant sur le service d'Henri Lecomte. Cédric Pioline a pris les choses en main tout de suite, il a fait le break pour mener 2-0. Henri Lecomte est bien revenu dans la partie et puis Cédric Pioline vient de redonner un petit coup d'accélérateur pour reprendre une deuxième fois le service d'Henri Lecomte. Henri Lecomte à nouveau en difficulté sur son service. Je vous propose de regarder ce troisième point du jeu. Voilà, 0,40 donc sur le service d'Henri Lecomte. 3 balles de break pour Cédric Pioline. Un match tendu, je vous le disais, les contestations sont nombreuses. Les résultats, vous les avez donnés tout à l'heure. Je ne reviens pas sur la défaite donc d'Olivier Delettre. On sait simplement que si ce match dure et si ce match vous intéresse, eh bien vous pouvez le suivre en ce moment sur France 3 en direct. Merci François Brabant. Fin de cette édition. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet qui annonce une amélioration sur la Corse, je vous l'ai dit, mais aussi des reprises de pluie sur le Midi. Ensuite, le film de José Giovanni avec Lino Ventura, Le Rapace. La dernière édition du journal, ce sera Philippe Lefebvre vers 23h50. Demain, les journaux de Télématin comme d'habitude à partir de 7h. Et à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra l'avocat Maître Soulez Larivière. Voilà. N'oubliez pas le match sur France 3 si vous voulez. Bonne soirée, à demain 20h.